Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la pollution de l'air des transports, un sujet relativement d'actualité récemment. Aujourd'hui, les transports, c'est à la fois un problème climatique et un problème sanitaire. Un problème climatique parce que les transports dans le monde, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre, lorsque l'on additionne à la fois les émanations des véhicules, mais aussi leur fabrication et la construction et l'entretien des infrastructures qu'ils nécessitent. Deuxième sujet, l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, les polluants des transports, c'est à peu près de 20% à 50% des polluants de l'air des grandes métropoles. La conséquence, c'est une mortalité qui, à l'échelle du monde, est à peu près équivalente entre celle des accidents et celle liées aux émanations. En Occident, et particulièrement en France, l'écart est encore plus grand. Il y a aujourd'hui plusieurs fois plus de gens qui meurent des émanations des transports en France que des accidents de la route. Alors, je vais illustrer mon propos avec des illustrations qui sont tirées de l'ouvrage que je viens de sortir, édité chez Éco-Société, donc Hervor ou la face obscure des transports. Donc vous allez voir, je vais aborder 2 siècles d'historique en une dizaine de minutes, avec ensuite une analyse critique de la situation actuelle et de la prospective. Alors, premier sujet, donc sur ces 2 siècles, on va faire des pas de 30 ans, un petit peu, à peu près. Là, j'ai un premier pas dans les années 30, de 1830, où là, vous voyez un dessin qui est en fait un dessin d'anticipation, puisqu'en 1830 apparaissent en Angleterre les premières voitures sans chevaux qui ressemblent plutôt à celles qui sont dans l'arrière-plan, qui sont des véhicules qui transportent 10 à 20 passagers sur quelques dizaines de kilomètres entre plusieurs villes autour de Londres. Là, vous voyez une anticipation, c'est-à-dire le dessinateur se projette quelques années plus tard et imagine que ces voitures sans chevaux, donc avec des moteurs à vapeur à charbon, se développent à toute la mobilité, même au tricycle, avec des émanations gazeuses catastrophiques, ainsi qu'un risque d'accident permanent si vous regardez les détails. Bon, mais en fait, au XIXe siècle, donc on voit un petit peu ce dessin comme étant un acte de lobbying parce que cette nouvelle partie de l'économie ne plaît pas du tout aux sociétés de diligence ni aux compagnies de chemin de fer qui vont tout faire pour tuer le marché. Elles vont y réussir en l'espace d'une seule décennie en indirectement instituant des péages importants dans les villes que traversaient ces voitures sans chevaux, et aussi quelques années plus tard en les faisant précéder de quelqu'un qui devait courir avec un drapeau rouge devant. Vous imaginez la difficulté. Donc ce marché va s'effondrer en une dizaine d'années, et donc la pollution de l'air des transports au 19e, peut-être que vous pensez à Lucky Luke, au western, avec des locomotives qui crachent une énorme fumée noirâtre. Alors c'est vrai que le chauffeur mécanicien, lui, entre la réserve de charbon et le foyer incandescent, ne devait pas certainement vivre très vieux. Mais le plus gros de la pollution des transports, au 19e, c'est en fait la fabrication du fer et de l'acier qui sert essentiellement à la fabrication des rails. À l'échelle mondiale, certaines années, plus de la moitié de la production mondiale de fer et d'acier n'est destinée qu'à fabriquer des rails. Alors si ensuite on ajoute la construction, l'acier pour construire les ponts, les gares et aussi tous les trains eux-mêmes, ainsi que les navires dont les coques sont de plus en plus en acier, on aboutit finalement à ce que la pollution de l'air des transports est surtout au 19e indirecte. Là vous avez une image de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui est dans le cœur du bassin des Anthracites, en fait la capitale américaine finalement de la sidérurgie. Donc la pollution des transports concerne tout autant la fabrication du fer et de l'acier que l'extraction du charbon en fait, qui est nécessaire pour faire tourner ces usines. Ensuite, on refait un saut d'une trentaine d'années pour se retrouver vers le tout début, enfin on va dire la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de l'automobile. On a parlé des voitures sans chevaux avec la vapeur, mais l'automobile à la faveur du moteur à explosion et aussi du développement des accumulateurs, parce qu'à l'époque il y avait aussi pas mal de voitures électriques, proportionnellement. Et donc, là vous voyez au tout début du 20e, la sortie d'un dimanche à Paris avec une foule considérable qui admire le chassé-croisé, des personnes relativement aisées qui disposent d'une voiture. Ce que vous pouvez voir dans le dessin, c'est l'omniprésence de la poussière, avec aussi les femmes qui sont obligées de se voiler, on ne voit même pas leur visage, les hommes de se protéger. Pourquoi cette situation? Parce que les voitures, plus que le sabot des chevaux, soulèvent la poussière, et la grosse crainte au 19e, c'est en fait l'omniprésence des chevaux et leurs conséquences. À Paris, il y avait 100 000 chevaux à la fin du 19e siècle. 100 000 chevaux dans Paris, c'est du crottin partout, des cadavres d'animaux morts régulièrement, la prolifération des mouches et des épidémies dans la ville de fièvre typhoïde. Donc les premières personnes qui ont vu arriver les automobiles se sont dit, même si elles fumaient beaucoup de gaz polluants, ce n'est pas grave, ça sera des chevaux en moins. Et leur crainte, c'était les poussières qui emmagasinaient des bactéries, donc ils cherchaient à s'en protéger.
Clin d'œil, vous noterez que le cycliste à droite, lui, n'est absolument pas protégé au milieu de tout ça. Voilà. Donc ensuite, on va faire un saut de 30 ans de plus, dans les années 20. Dans les années 20, il y a deux phénomènes notables que je voulais souligner. C'est l'introduction de l'essence au plomb. Un ingénieur de General Motors découvre qu'en mettant un tout petit peu de plomb dans l'essence, ce qui ne coûte pas bien cher, il obtient une essence qui a un indice d'octane supérieur, donc en fait qui permet de faire fonctionner les moteurs un petit peu plus puissamment. Et il se dit que cela va être une source de bénéfices colossaux. Il aura raison, ça sera des millions de dollars à la clé pour General Motors. Les médecins alertent les autorités publiques en leur disant c'est extrêmement dangereux. Le saturnisme en tant qu'injection de peinture ou via les tuyaux en plomb, le saturnisme c'était dans les années 10 que les gens en avaient extrêmement peur, que ça a été révélé au grand public. Et là nous sommes dans les années 20, on cherche à introduire l'essence au plomb. Donc certaines grandes villes commencent à interdire l'essence au plomb, enfin la commercialisation de l'essence au plomb, mais personne n'est capable de prouver que la conséquence sanitaire, évidemment, c'est une intoxication lente. Les médecins s'en doutent fortement. Ne pouvant rien prouver, on est obligé de laisser l'essence au plomb se généraliser dans l'ensemble du monde pendant, de fait, un demi-siècle. Voilà. Ensuite, on peut passer aux années 50. Alors là, vous avez, donc à la sortie du second conflit mondial, aux États-Unis, donc là on est un petit peu avant, où on présente aux gens la ville idéale, par exemple dans l'exposition internationale de New York en 1939. On leur expose la ville idéale, qui est la grande métropole idéale, qui est constituée de villes juxtaposées qui sont chacune dédiées à une activité. Des villes industrielles, des villes de loisirs et des villes d'habitation, avec que des transports motorisés qui desservent tout ça. Et on promet aux gens que finalement ils auront tous leur voiture individuelle et que ça sera de la liberté, avec en perspective que tout le monde dispose, plus tard, à la génération d'après, d'un hélicoptère individuel qui permettra, vous le devinez sur l'image, de pouvoir vivre où l'on veut, tout en travaillant où l'on veut, et se déplacer dans ses loisirs où l'on veut. Sans, évidemment, vous vous doutez, aucun embouteillage, tel que c'est présenté, ni aucune pollution. Mais en fait, on constate que, du point de vue de la pollution, il y a de nombreuses alertes rouges. Alors là, je vous montre un dessin. Alors vous avez une image à gauche qui est une photographie du smog de Londres le plus terrible, qui est celui de décembre 52, qui a fait 10 000 morts en quelques jours. Et puis à droite, je vous montre une image récente de la Chine, et d'une grande ville chinoise, où l'on se demande finalement où est le progrès. Alors sur ces deux images, vous pouvez vous dire qu'il y a une certaine forme de délocalisation. Alors, délocalisation industrielle, parce que la pollution de Londres aujourd'hui, heureusement, n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a aussi une espèce de délocalisation ou relocalisation des modes de vie, puisqu'on est en train d'expliquer à tous ces pays émergents asiatiques que leur bonheur, c'est bientôt d'avoir chacun sa voiture et de pouvoir partir en vacances en avion. Donc pour s'extirper de cet enfer, et à droite, le masque, bien entendu, ne sert à rien sur les particules fines qui le traversent copieusement. Alors ensuite, si on avance un petit peu, dans les années 70, apparaissent les pots catalytiques, mais surtout les transports motorisés sont en développement exponentiel. Et donc, un exemple d'aujourd'hui, donc là vous avez une image du port de Singapour, avec des dizaines de milliers de conteneurs. Et là je voulais, comme on était à Cage, par exemple, parler de Keynes, qui à la fin du 18e, vous le savez mieux que moi, pensait que le bonheur humain passait par la spécialisation territoriale de la production des denrées ou des objets, et de les diffuser dans le monde entier. Mais en fait, quand vous regardez ça, finalement, Adam Smith, il est dépassé. Il est dépassé parce que si vous ouvrez un conteneur, vous avez 80% de chances de tomber sur un produit semi-fini. Ce qui fait que les matériaux primaires, régulièrement, font plus que le tour de la Terre avant d'atterrir dans les mains du consommateur final, via un produit manufacturé. Ça c'est pour les marchandises, mais on a aussi la version pour les personnes, avec le développement du tourisme aérien low cost. Voilà. Là vous avez une image de la maquette numérique du chantier en cours qui a démarré du deuxième aéroport de Dubaï. Sur cette image, les petits traits blancs ne sont pas des fourmis, ce sont des avions gros porteurs qui sont capables d'être approvisionnés en personnes en parallèle. Et donc, cet aéroport qui est en construction, sa capacité, c'est 4 fois celui du plus gros aéroport d'aujourd'hui. C'est 4 fois le trafic d'Atlanta, 4 fois le trafic de Shanghai, cet aéroport. Le développement du tourisme de masse
se cache derrière cela, avec notamment un kérosène qui déjà été détaxé. Là, il est vendu à prix cassé aux compagnies locales. Alors, la conclusion de tout ça, alors, il y avait dans les années 60-70, déjà des penseurs avaient comme tel Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, que je cite parce qu'ils étaient aquitains, mais aussi Ivan Illich, qui avaient constaté qu'en fait, tous ces transports motorisés promettent, par leur rapidité, de raccourcir les temps de trajet, mais en fait, eux constataient, enfin devinaient, commençaient à constater et pensaient que ça n'allait que s'accentuer, en fait, ces transports motorisés rallongent les distances plus qu'ils ne raccourcissent les temps de trajet. Et finalement, le bilan de tout cela, de ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est finalement que les transports motorisés, ils ont quand même, par leur déploiement de masse, massivement métamorphosé en fait le citadin en banlieusard, métamorphosé le voyageur en touriste et l'acteur en consommateur. Alors, l'analyse de tout ça, finalement, pourquoi aujourd'hui on constate sur le papier que les transports sont plus sobres que jamais, parfois ils sont extrêmement verts, nous dit-on, et pourtant le résultat, on l'a vu, il est catastrophique. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça? Alors évidemment, dans l'histoire, on peut constater à la fois l'augmentation des masses, des vitesses, de tous les véhicules, qu'ils soient sur route, sur mer ou dans l'air. On peut constater aussi une optimisation réglementaire, c'est-à-dire les grands comptes qui vont aller chercher entre lignes des règlements pour pouvoir mieux les utiliser et commercialiser des véhicules qui sont un petit peu borderline, voire parfois de la triche manifeste, comme vous l'avez vu pour le Dieselgate. Mais le problème touche aussi les biocarburants, avec un énorme guillemet, dont l'intérêt s'est révélé être très douteux pour beaucoup d'entre eux. Et aussi la fragilité des systèmes de dépollution qui ne tiennent pas forcément bien la durée de vie des véhicules. Voilà. Alors, à passer ce constat, la prospective maintenant. Si vous lisez la prospective, on va dire, officielle, vous allez voir que le trafic mondial des transports n'est amené qu'à croître. Les prospectives que vous pourrez lire, c'est à peu près une croissance perpétuelle de 3% par an pour l'ensemble du trafic mondial. En revanche, le transport aérien, lui, il est sur 5%. Donc 3% par an, c'est un doublement tous les 25 ans. Le trafic aérien, c'est un doublement tous les 15 ans. Et retenez que le progrès technique tendanciel, c'est à peu près un gain de 1% par an. Donc le solde ne peut être, a priori, qu'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de polluants. Alors, aujourd'hui, pourtant, on vous dit, oui, mais il y a un certain messianisme technologique, c'est-à-dire on nous promet qu'avec la technologie, elle va nous sauver de ce faux pas. Alors, il y a plusieurs sujets dans les promesses technologiques. Je vais en mettre deux en relief. Par exemple, une, c'est la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, elle est présentée comme étant à zéro émission, avec un énorme guillemet. Mais il faut bien avoir conscience que les métaux rares sur la planète, on a l'incapacité d'aller substituer 1 milliard de voitures, plusieurs centaines de millions de camions et un demi-milliard de deux roues motorisées. On n'a pas les métaux sur la planète dans les 30 ans à venir pour pouvoir faire cela. C'est un premier sujet. Le deuxième, c'est que l'électricité supplémentaire qui va servir à recharger toutes ces batteries, elle est souvent particulièrement polluante. On va dire le porte-étendard de la voiture électrique, ou alors la cible ultime, vous savez, c'est la voiture autonome. Bon. Mais la voiture autonome, elle est présentée très favorablement, parce qu'on dit, un ordinateur, ça ne boit pas d'alcool, donc la voiture autonome aura moins d'accidents. Et deuxième chose, la voiture autonome, elle conduit mieux que le meilleur des conducteurs en éco-conduite, donc elle polluera moins. Ça, c'est une présentation qui est purement dans une logique substitutive de déplacement. On a un déplacement aujourd'hui avec un véhicule normal et on dit tiens avec une voiture autonome. Alors que de mon point de vue, ce qui va se passer, c'est que la voiture autonome sera beaucoup plus additive. C'est-à-dire qu'elle va conduire à rajouter des déplacements pour plusieurs raisons. Par exemple, le fait qu'elle soit parfaitement conçue pour les embouteillages, puisque vous partez dans les embouteillages avec une voiture autonome, vous pouvez faire absolument autre chose. Donc les embouteillages ne vous font plus peur. Elle donne accès à des distances beaucoup plus longues. Et enfin, elle permet de faire circuler une personne toute seule dans un véhicule qui n'a pas son permis. Donc pour toutes ces raisons, elle va conduire certainement à beaucoup plus d'addition de déplacement que de substitution. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer dans tout ça ? La question, le sujet aujourd'hui, c'est l'émancipation. En fait, le sujet, c'est l'émancipation, finalement, des petits dinosaures que j'appelle herbivores du quotidien, que sont devenus l'ensemble des transports motorisés, dans leur hégémonie, dans notre société. Alors, que faudrait-il faire pour véritablement réduire les émissions de gaz à effet de serre et diminuer les polluants ? Je ne vous cache pas qu'il va falloir envoyer du lourd.
Alors, évidemment, il faut reconsidérer la masse, le gabarit des véhicules, les vitesses autorisées, mais aussi on peut reconsidérer le prix, parce qu'aujourd'hui la plupart des infrastructures sont financées par la collectivité, et l'usager ne paie que le coût marginal en fait de l'accès à cette mobilité. Aussi le nombre, avec pourquoi pas la mise en place d'un cadastre mondial de la mobilité, ce qui est détaillé dans l'ouvrage. Et enfin, évidemment, diminuer l'offre, notamment d'énergie fossile, en évitant de chercher à tout extraire ce qu'il y a sur la planète en termes de pétrole notamment, mais aussi de gaz et de charbon. Et en fait, un dernier point, c'est d'essayer d'orienter la filière des agrocarburants pour éviter que ce soit les usages les plus gaspilleurs qui se l'approprient, comme ça commence à être la tendance aujourd'hui. Alors finalement, je voudrais terminer d'abord par un petit clin d'œil en passant de Chapat. Alors le danger des particules fines, c'est qu'elles rentrent par une oreille et elles sautent par l'autre. Alors effectivement, c'est un sujet, comme je vous disais, aujourd'hui on parle toujours beaucoup plus des accidents de la route que de ce problème-là. Donc je voulais terminer par une espèce de méditation avec donc, le petit journal de 1926, le petit journal illustré qui titrait en 1926 sur un riche américain que vous voyez à l'arrière d'un fiacre, qui en fait, place Vendôme à Paris, donc les fiacres en 1926, il n'y en a presque plus, hein, la plupart sont devenus des taxis automobiles. Donc il a pris un des derniers fiacres à Paris en lui disant « Conduisez-moi à la place de la Liberté, à Biarritz ». Donc je vous paierai tous vos frais, ce qui s'est passé. Et donc il a mis presque 40 jours, parce qu'en plus il n'a même pas voulu passer par les grandes villes. Et donc l'article qui est adossé à ce dessin explique bien que, contrairement à ses congénères, lui, cet Américain, lui, il sait vraiment ce que c'est la France, parce qu'il a connu ses petites villes, ses campagnes, ses habitants, il a même logé chez l'habitant, contrairement à ses congénères qui ne prennent que le train et l'hôtel, et qui finalement repartent aux États-Unis, ils ne connaissent quasiment rien de la France. Alors, je me suis demandé si ce riche américain, il n'avait pas lu Octave Mirbeau. Octave Mirbeau était un journaliste pamphlétaire très connu, assez bien payé, parce qu'il était craint au début du XXe siècle, une vingtaine d'années avant. Octave Mirbeau avait pu, avec on va dire sa voiture un peu luxueuse, son chauffeur, avait pu se promener dans le nord de la France, en Belgique et en Hollande, et avait raconté son voyage dans un livre. Et il précise dans ce livre qu'il a identifié une nouvelle maladie. Cette maladie, il l'appelle la vitesse. On ne parle pas de la vitesse qui est celle qui est sur le compteur kilométrique de la voiture, ce n'est pas celle-là. Il évoque la vitesse qui est le mode de vie des gens dont les nerfs commencent à être montés sur des ressorts, qui ont une vie trépidante et qui ne pensent, dès qu'ils sont quelque part, qu'à aller ailleurs, rapidement et toujours plus loin. Aujourd'hui, finalement, cette maladie que lui appelait la vitesse, on pourrait constater aujourd'hui qu'on est finalement victime d'une pandémie de bougeotte. Et donc, en conclusion, pour reprendre un petit peu les termes de Molière, je voulais vous dire que ce qu'il va falloir réapprendre aujourd'hui, c'est à bouger pour vivre et non plus vivre pour bouger. Je vous remercie.